Lettres romandes, entretien littéraire et irrégulier, un podcast proposé par Julien Sansonance. 12e épisode, avril 2020, je reçois le romancier et producteur français Yves Blanc. J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Yves Blanc. Vous êtes une voix connue en France, également en Suisse romande, producteur depuis 1995 de La Planète Bleue, l'émission mythique. On peut parler d'émission mythique sans tomber dans l'excès, puisque vous avez fédéré autour de cette émission toute une communauté de passionnés, d'écouteurs. L'émission a longtemps été diffusée sur Couleur 3. Elle est désormais diffusée sur un réseau de radios indépendantes, notamment Radio Vostok. On se rappelle que sa déprogrammation avait fait passablement de bruit il y a de cela quelques années. Et avant cela, vous avez œuvré, Yves Blanc, à France Inter. Vous avez également été rédacteur en chef de l'émission Megamix sur Arte. Bonjour et bienvenue. Bonjour Julien. J'ai d'abord envie de vous demander comment se passe votre confinement. On a entendu hier les annonces du Premier ministre français, le déconfinement est en vue. Comment se passe cette période particulière pour vous, Yves Blanc ? Moi je suis privilégié parmi les privilégiés, c'est-à-dire que j'avais un petit peu anticipé cet épisode dans la mesure où depuis maintenant plus de 20 ans, j'habite en pleine nature, donc je suis confiné devant un panorama à 180 degrés où il n'y a pas d'urbanisme, où il y a de la nature et de la vie sauvage. Voilà, donc avec des grandes baies vitrées, donc je suis pas du tout à plaindre, d'autant que je pratique le télétravail depuis au moins un quart de siècle. Mmh. Voilà, c'est pas une grande révolution pour moi le confinement. Évidemment, j'ai plus de peine quand je pense au Nigeria, ou à mes amis italiens ou new-yorkais. Mmh. En termes de société, justement, on aura l'occasion d'en parler dans cette émission, dans ce podcast. Mais comment vous comprenez cette période, finalement, cette épidémie qui a mis plus ou moins à bas l'économie de tout l'Occident, si ce n'est du monde entier? On est quand même dans une période spéciale, bizarre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je crois que c'est particulièrement difficile en ce moment de parler du futur, ce qui est un petit peu le fond de mon travail, puisque l'actualité bouge tellement vite que ce qui était vrai un matin ne l'est plus en début d'après-midi. Mmh. Toujours est-il que ce virus, on peut peut-être le prendre un petit peu comme un dernier coup de peigne avant que l'effondrement, le vrai, n'entre en scène. Moi, j'écris sur l'effondrement depuis maintenant 25 ans à peu près. Je pense que c'est une ligne de mire inéluctable. Tous les heureux, bien-pensants, naïfs, New Age, etc., Bobo, Baba et j'en passe, qui pensent que grâce entre guillemets, suite au Covid, on va vivre différemment, on va tout remettre en cause. Enfin, voilà, on nous fait le coup à chaque fois. Quand l'Internet est apparu, on nous a expliqué, les mêmes d'ailleurs, qui étaient plus jeunes, mais ils nous ont expliqué que la démocratie allait se répandre tout autour du monde. Bon, voilà, à chaque fois, on nous fait le même coup. Je pense qu'après le Covid, enfin, je suis d'ailleurs pas le seul. J'ai entendu il y a quelques jours Jacques Attali qui a sensiblement la même position. Les choses vont reprendre après comme elles étaient avant. Et les choses, elles portent un nom, c'est l'ultralibéralisme. Voilà, donc... Pour ceux qui ne connaîtraient pas votre émission de radio, La Planète Bleue, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du concept de l'émission ? Il y a une dialectique entre le futur, le passé. On parlera aussi de votre roman Les Guetteurs du passé. Cette dialectique entre passé, présent, futur, on doit être dans une période finalement très intéressante d'un point de vue du producteur de l'émission que vous êtes.
Ben, oui, le concept central de la planète bleue, c'est le futur tout autour du monde. Mais si on affine, si on affine un peu le point, c'est effectivement ça, c'est l'écoulement du temps. Donc, ça consiste à parler du futur en matière de recherche, de toutes sortes de recherches. Hein, le panorama est large, mais aussi des prochains comportements, disons, et de toujours immiscer à la radio, il y a pas mal de gens qui, depuis des années, c'est un peu Radio Nova qui avait initié ça, qui ont organisé des télescopages géographiques en mélangeant des musiques d'ici ou de là. L'idée de la planète bleue, c'est de faire ça, certes, mais aussi effectivement de télescoper les époques et de mélanger des sons ultra primitifs avec les sons de la recherche d'aujourd'hui. C'est ça, du sable et du silicium. Hein. C'est ça. Alors on va parler de votre roman, vous êtes aussi romancier. En 2010, vous avez fait paraître Les Guetteurs du passé aux éditions Favre, les éditions suisses bien connues Favre. Il s'agit d'un conte futuriste. Qu'est-ce que c'est un conte futuriste, Yves Blanc ? Je ne savais pas trop comment appeler ça. J'ai entendu un jour, mais il y a très longtemps, et depuis j'ai oublié, donc j'espère que vous allez me rafraîchir la mémoire. Il paraît que ce genre littéraire un peu étroit, entre le roman et l'essai, porte un nom spécifique. Vous voyez de quoi il s'agit ? Non, a priori pas. Est-ce qu'on est un peu dans la prospective aussi ? Oui, mais l'idée c'était de prendre un angle, disons, peut-être un peu plus rigolo, dit rétrofuturiste. C'est-à-dire que le conteur des Guetteurs du passé, les Guetteurs du passé, c'est un clin d'œil à Jacques Bergier et Louis Pauwels qui, dans leur formidable bouquin qui ne date pas d'hier, qui s'appelait Le Matin des magiciens, avaient inventé la formule « les contemporains du futur ». Et évidemment, moi, quand j'ai lu ça la première fois, là, j'ai sursauté parce que je me suis un peu reconnu dans ce concept. Donc, les Guetteurs du passé, c'est à la fois un clin d'œil affectueux vers Bergier et Pauwels, et puis c'est l'ouverture de cette porte. C'est-à-dire que le narrateur est un historien, et comme tous les historiens, chaque historien a en général une époque de prédilection, je crois qu'ils appellent ça une période. Et comme cet historien vit assez loin de nous dans le futur, le roman ne le précise pas, mais grosso modo, ça doit être une centaine d'années. Et lui, évidemment, sa période de prédilection, c'est la nôtre. Donc, il observe notre monde, mais avec un recul tout à fait inédit, puisque lui regarde, fouille le passé, regarde notre époque, mais avec, grosso modo, 100 ans de recul. Alors c'est intéressant, vous êtes producteur d'émissions de radio et romancier. On va rester sur cette question du rapport au temps. Est-ce que la littérature permet justement cette prise de recul ? Vous produisez une émission par semaine. Vous êtes donc dans une forme d'immédiateté, quand bien même vous cherchez à questionner le futur et le passé. Vous êtes quand même pris dans le quotidien, forcément, dans la production de votre émission radio. Est-ce que l'écriture de ce livre a permis peut-être d'élargir un peu ce champ temporel, finalement, de prendre un plus grand recul ? Alors, d'une part, l'émission, depuis plusieurs années, est devenue mensuelle, et justement sur un format un peu plus long, de 90 minutes. Et justement, c'était le but allait dans le sens de votre remarque, à savoir prendre un peu plus de temps et arrêter de constamment courir de deadline en deadline. Quand l'émission durait 60 minutes et qu'elle était hebdomadaire, j'avais à peine envoyé une émission que je commençais déjà la suivante. Bon, j'ai fait ça pendant 25 ans.
Et là, je sentais, depuis des années d'ailleurs, hein, je sentais que je voulais un autre rythme pour plus approfondir la réflexion et peut-être aussi mener plus loin les recherches, à la fois dans le contenu, à la fois dans les musiques, à la fois dans l'écriture, dans la réalisation. Donc voilà, ce rythme d'émission mensuelle de 90 minutes me convient beaucoup, beaucoup mieux. Et apparemment, le public a l'air de me suivre parce que je crois, enfin bon, voilà, c'est enfoncer des portes ouvertes, hein, mais je crois qu'il y a tellement de gens qui en ont marre des chaînes info, des gratuits papiers. Là, on voit que des brèves de partout. C'est ça, voilà. C'est ça. Notre vie est devenue un chapelet de brèves et on s'ennuie. Voilà. Donc là, maintenant, en changeant de diffuseur, j'ai pu m'offrir ce luxe extrême de privilégier, de m'accorder un temps de réflexion pour chaque émission. J'ai l'impression que ça s'inscrit aussi dans l'air du temps, dans un certain contexte. On parle de slow food, hein, comme on a parlé de fast food. On parle de slow journalisme. C'est les Italiens, d'ailleurs, qui ont inventé le slow food, contrairement à ce qu'on croit. Tout à fait. Les Italiens, on a l'impression que cette émission finalement s'inscrit dans une tendance globale ou en tout cas occidentale, un retour à une certaine lenteur, un éloge de la lenteur. Je trouve que dans votre émission, il y a aussi un ton, une voix qu'on entend d'ailleurs en ce moment même quand vous parlez, qui est tout un éloge de la lenteur et d'une forme d'assurance tranquille en quelque sorte. Il y a beaucoup de fans, de passionnés de la planète bleue qui font des recherches pour retrouver les anciennes émissions. Et ceux qui y arrivent me disent un peu tous la même chose. Ils me disent mais qu'est-ce que vous parliez vite à l'époque. Ouais. Voilà. Bon ben ouais, ça fait partie des trucs que j'apprends, quoi. Ouais. Et ça fait partie de votre timbre et de votre personnalité sur les ondes, d'une certaine manière. Vous êtes un des seuls, en tout cas parmi les podcasts que j'écoute et les émissions que j'écoute, ce timbre est très particulier, on le reconnaît tout de suite. Peut-être que ça se conjugue à un autre élément qui est pas très nouveau, qui existe. Vous voyez, par exemple, quand on m'a appelé à France Inter pour disons, optimiser l'émission rock de France Inter, qui s'appelait Culture Club, avec Maurice Achard et Cathy Nivez. Mon producteur de l'époque, Maurice Achard, on lui avait, disons que mon prédécesseur lui avait appris, lui disait « Mais libère-toi, hein, Maurice, parle. » C'est tout juste s'il ne l'invitait pas à crier. Et moi, j'ai toujours trouvé ça bizarre, hein, depuis mes tout débuts à la radio. Je me suis dit, mais vu le nombre de compresseurs qui existent entre le studio de prise de son et le poste de radio ou l'ordinateur, enfin, quel que soit, ou l'autoradio, quel que soit le moyen d'écoute, entre les deux bouts de la chaîne, il y a toute une série de compresseurs qui ont pour effet de mettre, grosso modo, tous les sons au même niveau. Donc ça veut dire que si vous hurlez dans votre micro, on ne vous entendra pas plus fort que si vous chuchotez. Or, quand vous chuchotez, tout près du micro, ce que je fais évidemment, alors pas là aujourd'hui, parce que là je parle à un écran d'ordinateur, mais quand vous chuchotez près du micro, vous avez évidemment un son complètement différent du son. C'est pas la même bande passante, c'est pas la même tonicité. Vous avez un son qui est forcément plus séduisant. Voilà. C'est ça. Vous jouez, vous peignez en quelque sorte avec le son, d'une certaine manière. Vous jouez avec ce son. Ouais, le truc, c'est, si vous voulez, quand je fais des jingles, par exemple, avec toutes les femmes qui ont ces voix de femmes-enfants là, que j'affectionne tant, ben, c'est ce que je leur dis tout le temps. Alors évidemment, elles le savent pas. Je ne devrais pas vous dire ça, mais après 2-3 essais, pour les mettre en condition, je leur dis, mais
Imagine que tu es en train de chuchoter sur l'oreiller, à l'oreille de ton amoureux, il est 3 heures du matin. Voilà, c'est ce son-là, quoi. On n'a pas envie. Enfin, c'est la même histoire que les chaînes info, quoi. On veut plus tout ça. Ouais, c'est ça. On a envie d'autre chose. Et on a l'impression que c'est un son qui s'accommode bien de l'obscurité et de la nuit. Vous parlez de 3 heures du matin. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette impression que la planète bleue doit plutôt être diffusée, voire écoutée la nuit. Est-ce que c'est quelque chose qu'on vous dit parfois? Ouais, alors ça c'est les patrons de radio qui disent beaucoup ça. C'est le fantasme des patrons de radio. C'est un peu un cliché? Ouais, ouais, je pense que ça a quelque chose du cliché. C'est une façon de simplifier un peu le réel en le mettant en petites fiches, en petites cases. Si vous faites un programme qui est correct, qui tient la route, vous pouvez l'écouter à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ok. Chacun fait bien ce qu'il veut. Il y a des auditeurs qui m'ont raconté qu'ils écoutaient l'émission skiant, par exemple. Ah oui. Bon, c'est pas des trucs qu'on peut prévoir, sincèrement. Ouais, tout à fait. Pour en revenir à la question de la littérature, alors La Planète Bleue n'est pas proprement parlé une émission de science-fiction ou dédiée à la science-fiction, mais néanmoins elle baigne un petit peu dans un univers de science-fiction, pardon, puisqu'elle interroge le futur. On sait que la science-fiction parle surtout et peut-être avant tout du présent. C'est une manière de questionner le présent, de mettre en mots les grandes craintes, les grandes peurs de l'époque. Est-ce que la science-fiction peut nous aider à comprendre le monde d'aujourd'hui ? Ah ben, oui, bien sûr. C'est même quelque chose qui me paraît indispensable. Jean-François Bizot, le fondateur du magazine Culte Actuel, avait écrit une phrase dans ce genre-là, un peu tonitruante et définitive, comme il savait le faire. Il disait, un truc du genre, hein, je dis ça de mémoire, hein, il disait je pense que tout le monde devrait, à un moment ou un autre de sa vie, passer 3 ans à lire de la science-fiction. Parce que, évidemment, ça déconfine un peu les mentalités, vous voyez, ça ouvre les perspectives, ça rend poreux à l'improbable. Tout ça est bienvenu par rapport à notre ronron tellement répétitif, nos rythmiques, toujours les mêmes, toujours semblables. Quand parfois il y a un grain de sable, oulala, ça devient un tsunami. Enfin voilà, la science-fiction nous permet d'imaginer d'autres choses, d'ouvrir le champ des possibles à notre propre imagination, donc évidemment à nos réflexions. Et pourtant, en littérature, la science-fiction reste considérée, peut-être de moins en moins, heureusement, comme un genre mineur, comme une littérature un petit peu de seconde zone. Non, je crois plus du tout que ce soit le cas aujourd'hui. Ça a été comme ça, effectivement, pendant très très longtemps. C'est une espèce de croix que l'ASF a portée pendant des décennies. Non, mais c'est plus le cas maintenant. Hein. Maintenant, beaucoup de gens s'accordent à reconnaître que parmi les écrits essentiels, il y a évidemment des tas d'écrits de science-fiction. Ouais. Et pourtant, parmi les best-sellers, il y a très rarement des ouvrages strictement de science-fiction. Les grands prix littéraires, le Renaudot, le Goncourt, j'ai l'impression que c'est pas demain qui vont primer un livre strictement de science-fiction. Ouais, c'est vrai. Tant pis pour eux. Tant pis pour eux, effectivement. Alors en science-fiction, quels sont les classiques, ou classiques ou pas d'ailleurs, quels sont les auteurs à avoir lus selon vous, et en particulier à l'aune de la période d'aujourd'hui. Alors le but n'est pas de trouver celui qui avait anticipé le mieux la pandémie. D'ailleurs, on voit beaucoup sur Facebook des publications, des extraits de films où les gens s'extasient. Ah, mais ils avaient tout prévu. Il y a des théories plus ou moins complotistes où on nous explique qu'en 2012, certains films avaient déjà prévu ce qui est en train de se passer d'aujourd'hui. Pas forcément ça, mais qu'est-ce qu'il faut lire en science-fiction et avoir lu peut-être pour donner du sens à cette pandémie, ou plus généralement à la période déclinante d'aujourd'hui? Bon, je sais pas trop. Je sais pas si c'est.
si c'est l'angle le plus intéressant, moi, l'auteur que j'ai, je pense, de très loin le plus lu, c'est Robert Silverberg, Bob pour les intimes, qui à l'époque, d'ailleurs c'est rigolo, parce qu'à l'époque c'était un jeune loup qui arrivait après les Asimov et compagnie, et puis bah, là, avec l'âge, la période, c'est devenu lui-même a rejoint les classiques. Et c'était, avant d'être un auteur de SF, c'était un universitaire. Donc voilà, il a beaucoup écrit dans ce que les anglo-saxons appellent la hard science, c'est-à-dire si vous voulez, la SF est partagée en deux grandes zones. Il y a la SF gadget, pétaradante et stimulante comme un sapin de Noël, c'est Star Wars, Star Trek et toutes ces cohortes de pyjamas cosmiques. Et puis, il y a de l'autre côté, donc, ce que les anglo-saxons appellent la hard science, la science-fiction sérieuse, peut-être on pourrait dire en français, c'est pas terrible comme expression, mais disons la science-fiction un peu littérale, c'est-à-dire ce qu'on appelait autrefois l'anticipation scientifique. C'est ça. Voilà. Du coup, Silverberg, avec son acquis, je crois qu'il était ethnologue à l'origine, voilà, il s'est mis à écrire dans plein de directions, notamment dans les voyages dans le temps, pour rejoindre sa formation. Mais peut-être que d'autres... j'ai beaucoup lu Sternberg, par exemple, Jacques Sternberg, français, qui arpentait Paris en Solex, encore peu de temps avant de nous quitter, et qui a écrit un bouquin, pour moi, mémorable, enfin, voilà, une espèce de pierre de Rosette, et qui s'appelle Sophie, la mer et la nuit. Et voilà, une approche de la science-fiction qui est très particulière. Sophie, la mer et la nuit, c'est quoi le pitch? Je pense que ça doit se passer en Bretagne. C'était un fou de mer et de bateaux, de voiliers, Sternberg. Donc son roman, Sophie, la mer et la nuit, commence dans un bar où un type s'installe, commande un café, il s'assied, il boit son café, et à ce moment-là, la porte du bar, du café, s'ouvre à nouveau, et entre une jeune femme. Et elle vient s'asseoir non loin de lui, et ils entament la conversation. Voilà. C'est ça le pitch de Sophie, la mer et la nuit. De ce pitch nanométrique, et encore, Sternberg a fait un roman de 300 pages qui est juste étourdissant. Je pense que c'est peut-être le seul roman que j'ai lu plusieurs fois. D'aucuns s'accordent à le considérer comme peut-être le plus beau coup de foudre de la littérature, de l'histoire de la littérature. Et ce qui est rigolo, c'est que la dimension science-fictionnelle de l'affaire n'apparaît que dans je ne me rappelle plus exactement, mais que dans les 7 ou 8 dernières pages. Ah, joli, joli. Magnifique. Ok, bah une référence qu'on note avec intérêt, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. De quoi parle la science-fiction aujourd'hui? Quelles sont les grandes thématiques, les grandes craintes? On sait que la science-fiction, on l'a dit, parle d'aujourd'hui avant de parler de demain. Dans les années 70, sans doute que la science-fiction s'intéressait beaucoup aux voyages interstellaires, aux missions spatiales, alors qu'on était en pleine phase d'exploration lunaire. De quoi on parle aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de transhumanisme? Est-ce qu'on parle de surveillance massive et généralisée des populations? Est-ce qu'on parle de la fin de la mort? Quelles sont les grandes thématiques aujourd'hui dans la science-fiction que vous décriviez comme sérieuses? Je ne sais pas si je suis le mieux placé pour... Je ne suis pas sûr d'être compétent pour répondre à votre question. Un type qui m'a beaucoup intéressé, même si à l'inverse
des précédents cités, je l'ai très peu lu. C'est Ted Chiang qui a écrit la nouvelle qui s'appelle... Comment ça s'appelait? Ah, attendez, bougez pas. Il faut que je vous retrouve ça. C'est peut-être... Voilà, l'histoire de ta vie. C'est une nouvelle assez courte, qui fait, je sais pas, 80 pages, et qui a servi au Québécois Denis Villeneuve pour faire son film absolument admirable, qui s'appelle Premier Contact, et qui a vraiment marqué l'histoire de la science-fiction au cinéma. Voilà, c'est un tourne-page, c'est une césure, c'est un repère qui va rester dans le temps. Peut-être pas à la dimension de 2001, mais enfin, ou Blade Runner, mais voilà. En tout cas, dans la je reviendrai à la littérature juste après, hein, mais dans la science-fiction au cinéma, Premier Contact a été un choc dans la production, disons, contemporaine. Et l'histoire de Premier Contact et de la nouvelle de Ted Chiang, l'histoire de ta vie, c'est bon, ça commence assez science-fiction classique, c'est-à-dire qu'apparaît aux quatre coins du monde, je ne sais plus combien, 8 ou 10 espèces de conques, un peu comme des conques marines, mais absolument gigantesques, et qui sont en suspension, qui s'arrêtent en suspension à quelques mètres au-dessus du sol. Et puis, rien. Pas de bruit, pas de son, pas d'émission, rien. Elles sont juste là, à différents endroits du monde, en suspension. Donc évidemment, les premiers paniqués sont les militaires. Et comme ils ne comprennent rien à cette nouvelle équation, ils convoquent quelques scientifiques. Et notamment, ils convoquent une jeune linguiste, une chercheuse poussée de haut niveau en linguistique. Et voilà, cette nouvelle de Ted Chiang raconte ça, c'est-à-dire le mur auquel se trouvent confrontés, auquel nous nous trouvons dans ce cas-là, tous confrontés, militaires et scientifiques, et notamment les linguistes. Il n'y a pas aussi une scène dans Rencontre du troisième type où je ne sais pas si c'est un linguiste ou un musicologue, mais il cherche à interpréter, à comprendre les sons. Vrai. Ouais, c'est vrai, mais ça a été un film immense, hein, Rencontre du troisième type. Ça a été le sommet de la carrière de Spielberg. Très beau film, oui. Ouais, tout à fait. Et là, pourquoi je vous parle de ça? Parce que visiblement, ce thème-là, qu'on pourrait appeler, ça fait partie de la communication interespèce, là pour le coup sur des fortes distances. Et la communication interespèce, si on regarde les choses honnêtement, c'est quand même le fond de tout ce qui me passionne. Ça avait commencé quand j'étais tout petit, où ma mère, qui était une femme littéraire, m'avait offert un bouquin assez méconnu de Arthur C. Clarke, qui n'était pas encore, à l'époque, l'auteur le plus lu en science-fiction, et qui s'appelait, je crois, L'île aux dauphins ou L'île des dauphins. Le titre français, c'est quelque chose comme ça. Et qui racontait donc... on était genre au milieu des années... Enfin, il a écrit ça au milieu des années 60, et qui racontait les recherches d'un scientifique, alors je crois que c'était localisé au Brésil dans son roman, qui essayait d'établir le contact avec des dauphins. Et voilà, quelques années plus tard, pas beaucoup, hein, c'était un peu l'air du temps. À l'époque, il y a Robert Merle qui a écrit ce bouquin beaucoup plus connu qui s'appelle Un animal doué de raison, et qui raconte un petit peu la même histoire d'un scientifique. Donc là, c'est localisé sur un îlot des Bahamas, me semble-t-il. Et en fait, c'est l'histoire de John Lilly.
qui a vraiment existé, hein, qui était un neurophysiologiste américain, qui a été connu pour ses travaux sur le LSD, qui a été connu aussi beaucoup pour avoir inventé le caisson à isolation sensorielle. Ouais. Une autre histoire, mais assez... Classique du New Age. Ah, je sais pas si c'est New Age. Enfin, oui. Il a été utilisé, et je crois qu'il est encore en grande partie, effectivement, pour des expériences quasi mystiques, hein, de déréalisation, presque de voyage hors du corps, d'une certaine manière. Ouais, mais moi je l'ai beaucoup pratiqué. Hein, ça a été utilisé pour des tas d'autres choses, pas du tout New Age. Par exemple, il y a des architectes qui, la veille de la soutenance d'un concours, allaient faire une séance de caisson. Ouais. Il y a des avocats, la veille ou quelques heures avant une plaidoirie aux assises, allaient faire une séance de caisson. Moi, j'ai fait ça, hein, une nuit où j'avais un travail important et que je ne pouvais pas reporter, qui ne pouvait être fait. Soit il était réussi cette nuit-là, soit tout était mort. Et je suis allé faire un caisson en début de soirée. Et voilà, c'est passionnant au niveau cérébral. Hein. Ça a été récupéré par les New Age, mais il y a un fond. Et d'ailleurs, le lien avec la communication avec les dauphins, c'est que Lily pensait que les dauphins étaient quasiment en permanence en état de méditation. Voilà. Et en fait, son bouquin, Un animal doué de raison, raconte l'histoire sans jamais le dire, mais raconte l'histoire des recherches de John Lilly, qui apprenait donc l'anglais. Hein, il apprenait, il commençait à parler anglais avec les dauphins. Et puis il leur apprenait aussi l'usage des computers, parce que il avait pressenti l'importance de la chose, et donc il avait développé des claviers, d'une part subaquatiques, et puis avec des grosses touches, pas pour les malvoyants, mais qui étaient adaptées à la forme du rostre du dauphin. Le rostre, c'est le bec, disons, le museau du dauphin. On se souvient d'expériences similaires aussi avec des singes, hein, des singes qui étaient capables d'apprendre effectivement à parler jusqu'à un certain point. Les expériences et les images sont très impressionnantes, effectivement. Il y avait 100 ou 150 mots de vocabulaire compris, hein, y compris des idées. C'est ça, ils sont capables d'articuler vraiment des idées et des phrases d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'ils font une succession de mots qui composent une idée. C'est assez impressionnant à voir, effectivement. Un autre de vos intérêts, on en a parlé un petit peu à l'instant, c'est la collapsologie. Alors, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que la collapsologie, Yves Blanc ? Alors, la collapsologie, c'est l'étude pluridisciplinaire de l'effondrement. Disons, l'un des précurseurs, alors tout le monde aujourd'hui croit que c'est Pablo Servigne, qui est mon voisin, là à côté, un petit peu plus au sud, mais en fait, pas du tout. On peut dire que le précurseur de la collapsologie, c'était Dennis Meadows, qui a écrit le fameux rapport pour le Club de Rome, qu'on a appelé je crois qu'on l'appelait le dossier Meadows. Et en fait, il expliquait donc en 1972, donc avant la première crise du pétrole, il expliquait une idée qui paraît pas vraiment sorcier. Hein. Il disait, voilà, une croissance infinie dans un monde fini, ça va pas être possible. Voilà. Et donc la collapsologie, c'est ça, c'est étudier en réunissant les données de multitudes d'études scientifiques,
de voir comment ça va évoluer dans les prochaines années. Donc, la quasi-totalité maintenant des collapsologues sont à peu près d'accord pour dire que notre société industrielle et financière va s'effondrer avant 2050. C'est ça, disons, l'idée maîtresse qui est apparue. Et mais là, il faut... Des dates sont vraiment avancées parce qu'il me semble qu'à chaque fois qu'on s'avance sur des dates, en général, on se plante. L'histoire l'a toujours montré. Oui, ça, c'est la règle du jeu. Hein. Si on parle prospective, il faut évidemment accepter ça. Disons que c'est là où Pablo Servigne a un peu marqué les esprits. C'est-à-dire que, et là, ça fait le lien avec le sujet précédent, c'est-à-dire que la science-fiction, depuis des décennies, même au-delà, nous parle beaucoup d'effondrement, mais nous en parle comme d'une perspective prochaine, mais enfin quand même assez lointaine hein, dans la science-fiction. Ce qu'a expliqué Pablo Servigne dans son bouquin qui s'appelle Comment tout peut s'effondrer, je crois, c'est que l'effondrement avait de bonnes chances de se dérouler de notre vivant. C'est ça, ça donne un horizon de la collapsologie. Alors évidemment, ça dépend de l'âge du locuteur. Peut-être que moi je suis pas en première ligne, mais mon fiston, voilà, les enfants, les ados, les jeunes vont le connaître. Et Denis Meadows avait eu cette phrase assez terrible. Il a dit, alors je ne sais plus en quelle année il a dit ça, mais il y a longtemps, il a dit, mais ça ne sert plus à rien de parler de transition. C'est trop tard pour la transition. La transition, disait Denis Meadows, la transition, c'est un truc qu'on aurait peut-être pu tenter dans les années 70. Mais aujourd'hui, enfin voilà, je reprends la parole, fin de citation, tous les gens qui vous parlent de transition écologique sont soit des escrocs, soit des gens qui ont vraiment mal lu l'équation. C'est trop tard pour la transition écologique. Donc voilà, c'est d'où toutes ces études et certains des collapsologues les plus sombres, comme Pablo Servigne, comme Yves Cochet, annonçaient, il y a encore quelques mois, synthétisé de par les études scientifiques à disposition, un effondrement d'ici à 2030. Hein, ça se rapproche. Voilà, ça se rapproche. Et là, surgit le Covid, et tout d'un coup, on a quand même, on ne sait pas trop, on ne sait pas encore, à l'heure où nous parlons, ce que va devenir le Covid. Donc, non, effectivement, on n'en sait rien du tout. Ne soyons pas trop définitifs, mais disons que au mieux, dans l'hypothèse où on s'en sortirait tant bien que mal d'ici quelques années, voilà, ça aurait été comme une bonne simulation, une bonne répétition. Ouais. Mais cette idée de la fin du monde ou de la fin d'un monde ou de la fin d'une civilisation, c'est quelque chose qui est en réalité extrêmement ancien. Les anciens regardaient le ciel et interprétaient les météorites, les étoiles filantes, les phénomènes cosmiques comme des signes annonciateurs potentiellement de cataclysmes. Les grandes épidémies du passé ont toujours été interprétées également comme soit des punitions divines, soit effectivement des signes d'une fin du monde à venir. Est-ce qu'on ne retrouve pas de vieux réflexes et de vieilles sensations un petit peu avec cette pandémie et avec les autres épisodes qui l'ont précédé, de catastrophes industrielles? On peut penser à Tchernobyl, on peut penser à ce type d'incident-là. Est-ce qu'on retrouve pas des vieux réflexes un petit peu millénaristes comme ça qui ont accompagné l'humanité depuis toujours? La réponse est claire, c'est non. La grosse différence de nature, c'est que tout ce que vous évoquez là relevait de la croyance ou des croyances, alors que là, ce dont parlent les collapsologues relève du savoir, de la science, des études les plus pointues, les plus performantes et transdisciplinaires. Donc on parle plus du tout de la même chose. Il ne s'agit pas de croire ou de ne pas croire. Il s'agit d'écouter les gens qui savent ou de ne pas les écouter.
comme Bolsonaro, Boris Johnson et Donald. D'accord. Donc la collapsologie a une prétention scientifique et s'appuie sur des données de différentes sciences, la climatologie. Évidemment. Même si c'est un sujet que je développe un peu dans mon prochain bouquin, s'il voit le jour un jour, ouais. Le petit livre bleu, même si donc parmi les collapsologues, vous avez raison, hein, parmi les collapsologues se sont glissés tout un tas de New Age. Hein, donc comment ça s'articule, collapsologie et New Age? C'est-à-dire que c'est cette vision heureuse de la collapsologie. Si, ça existe, hein, c'est pas une blague. Et ces gens, en fait, réinventent la philosophie New Age avec 40 ou 50 ans de retard. En 2 mots, c'est quoi, si on résume le concept à l'extrême, c'est demain sera meilleur. Hein, c'est ça le fond de catalogue de la New Age. Et donc, des gens comme mes voisins là d'un côté, là, eux sont dans une situation d'attente. C'est juste incroyable. C'est-à-dire qu'ils attendent la fin du monde pour se dire, nous qui sommes déjà entraînés à cultiver les radis, on s'en sortira mieux parce qu'on vit en communauté. Bon, c'est ça, et là on passe soit au survivalisme, soit aux sectes, hein, pour simplifier. C'est ça. Et évidemment, quand tout à l'heure je vous répondais comme ça de façon si flagrante, je n'évoquais pas ces collapsologues-là, hein, j'évoquais les collapsologues sérieux, les scientifiques. Parce que là, à nouveau, on revient dans les croyances. Oui, tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, les survivalistes, notamment américains, il y a des reportages assez édifiants hein, sur survivalisme et pandémie. Ils sont revigorés, ils ont acheté leur stock d'armes pour les 3 prochaines années. Là, vous avez vu que les ventes d'armes ont explosé aux États-Unis depuis le début de la pandémie. C'était effectivement à prévoir. Et ils y voient la confirmation finalement de toutes les thèses qu'ils défendent. Encore que la vente d'armes, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que ce qu'on ne voit pas dans les reportages, c'est beaucoup de ces Américains richissimes, depuis des années, se sont achetés des propriétés dans des lieux très retirés. C'est ça, dans des silos anti-atomiques, des silos de fusées atomiques, notamment d'anciennes bases de missiles. Mais implantés plutôt en hauteur, hein, pour se tenir à l'abri de la montée du niveau des océans, et stockent là donc des systèmes de respiration, de la bouffe, de l'eau, des outils, enfin tout un tas de fourmis. C'est l'option ultra riche chez les survivalistes. Oui, c'est ça. On a l'impression que la partie de l'équation qui est toujours ignorée, c'est la partie finalement psychologique et sociale finalement d'une vie en silo. Certes, on peut cultiver ses plantes avec des lumières artificielles, certes, on peut désinfecter son eau, la recycler l'air, etc. Mais on a l'impression que la partie, de la cohabitation, les rares expériences qui ont été faites de cohabitation en abri en Suisse, on a une certaine pratique en la matière. Hein. Vous savez que la Suisse comporte, c'est un véritable gruyère, notre sous-sol. Et souvent, les quelques rares expériences à grande échelle qui ont été tentées, ont été arrêtés assez rapidement justement pour des questions de cohabitation sociale, c'est-à-dire que c'est proprement impossible au sens propre du terme de survivre à 100 à 200 dans un abri enterré plus que quelques jours, voire peut-être quelques semaines. Or, oui, évidemment. Tous les tests, on a beaucoup. En fait, c'est la conquête spatiale hein, qui a poussé le plus loin les recherches là-dessus, notamment en URSS d'abord et en Russie ensuite. Et chaque fois qu'on a confiné, il y avait, comment ça s'appelait, Biosphère 2 dans le désert du Nouveau-Mexique, je crois. En fait, chaque fois qu'on a confiné des gens, ça n'a pas été trop ébruité parce que ça plaît pas aux sponsors, mais ça s'est fini, ça s'est toujours très mal fini, quoi, par des violences.
des échanges de coups, des tentatives de viol, voilà. Et d'ailleurs, tous les gens qu'on voyait des bateaux, pas en cabotage, hein, mais qui ont vraiment traversé, qui ont fait des vraies traversées, là où il faut faire des quarts, connaissent ça. C'est-à-dire que l'humain ne se supporte pas. C'est ça, c'est sans doute une des limites à la conquête spatiale, et notamment la conquête de Mars. Elle est sans doute technique, mais peut-être encore plus humaine, probablement. Oui, psychologique. Psychologique, ouais. Absolument. Ouais. Yves Blanc, on va bientôt se quitter. Avant cela, j'aimerais que vous nous parliez de vos projets. Vous avez évoqué la parution prochaine, peut-être, ça dépendra de ce qui sort de ce coronavirus, d'un nouveau livre, un petit livre à paraître, je crois, aux éditions de l'Âge d'Homme. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, donc le projet s'appelle Le Petit Livre Bleu. Enfin, il est terminé depuis des mois hein, déjà. Il attend d'être imprimé et mis en distribution. L'idée, c'était que depuis des années, enfin même un peu plus, peut-être des décennies, en fait, des tas de gens me demandent de compiler, de regrouper les meilleures chroniques de l'émission La Planète Bleue, comme tant le font. Et c'est une idée, une perspective qui m'a toujours rebuté. Je trouvais pas de lumière dans cette idée-là, jusqu'au jour où je me suis un peu affranchi de ces contraintes-là en me disant mais tu vas pas faire une série de copier-coller là, comme font tous les journalistes radio, télé, presse écrite. Donc j'ai réuni dans le Petit Livre Bleu un certain nombre des meilleures chroniques, meilleures selon moi, hein, des meilleures chroniques de l'émission tout au long de ces 25 ans. Mais là où le process s'est débloqué, c'est que plutôt que faire un copier-coller, je me suis dit, mais voilà, on est dans le format d'un livre, on n'est pas dans le format d'un papier radio, on n'est pas dans le format d'un article de presse, donc prends la place dont tu as besoin. Et du coup, c'est une espèce de ping-pong comme ça entre les meilleures chroniques de l'émission, mais avec toute une série de prolongements, d'ouverture de portes, ou au moins de poignées de portes, pour permettre aux lecteurs de pousser la réflexion un peu plus loin. Et là, tout d'un coup, l'exercice que je trouvais complètement stérile de copier-coller les meilleures chroniques, ben là, tout d'un coup, il devenait très, très intéressant. Donc, si vous voulez, pour dire les choses autrement, c'est une espèce de guide culturel, le Petit Livre Bleu. Évidemment, si vous connaissez l'émission, vous vous doutez déjà qu'il n'est pas très aligné comme guide culturel. Donc, il est question de cinéma, de séries télé, de littérature, de musique des ailleurs, mais il est aussi question de philosophie, de géopolitique. Voilà, c'est tout un fourbi culturel qu'on véhicule, qu'on rencontre d'habitude sur la Planète Bleue, mais disons là, poussé un petit peu plus loin, et le tout emballé par des somptueuses créations graphiques de quelques-uns des peintres et dessinateurs les plus stimulants de l'époque. C'est ça, vous êtes toujours soucieux, on l'a vu aussi pour vos compilations, pour les disques de la Planète Bleue, vous êtes toujours soucieux aussi du graphisme, de l'esthétique, de la beauté de l'objet et des représentations. Ouais. On m'a proposé ça plein de fois pour la collection de disques, et puis on me l'a proposé aussi pour le livre. Moi, ça m'intéresse absolument pas de mettre en ligne ce genre effectivement, la collection de disques La Planète Bleue, comme on fait des livrets conséquents de plus de 50 pages avec des vraies créations des plus grands, Möbius, Bilal et compagnie. Voilà, c'est pas un truc que vous allez copier en MP3. Et donc le Petit Livre Bleu, à nouveau, est ce qu'on appelle un beau livre. C'est un terme technique, hein, c'est pas. Avec le bouquin fait 500 pages et il y a, je les ai pas comptées, mais au moins 400 illustrations, dont
beaucoup d'inédits. Oui. Et sa sortie, vous l'avez dit, on ne le sait pas encore, mais elle est espérée peut-être une fois que la chaîne du livre aura redémarré, une fois que les librairies seront rouvertes, les éditeurs refonctionneront de manière à peu près normale. Quand est-ce qu'on peut attendre la sortie de ce livre ? Je ne sais pas, il faut poser la question à mon éditeur. Le bouquin est prêt, il est terminé depuis des mois, il est même maquetté. Enfin voilà, il est dans les starting blocks pour partir sous les rotatives à l'impression. Très bien, on suivra ça avec intérêt. Yves Blanc, merci beaucoup pour cet entretien. Merci Julien. Et puis à bientôt sur les ondes ou ailleurs. Merci, à bientôt. C'était Lettres Romandes, un podcast proposé par Julien Sansonance. Abonnez-vous sur iTunes, Google Podcast ou sur lettres-romandes au pluriel.ch. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à mettre une note dans votre application de podcasting afin de contribuer à notre visibilité. Et n'hésitez pas à partager cet épisode et les précédents sur les réseaux sociaux.